Bonjour, on se retrouve pour les réponses aux très nombreuses questions que vous m'avez envoyées par mail. Alors en français, on parle souvent de foire aux questions, en fait ça vient de l'anglais. FAQ, qui peut aussi se prononcer FAQ et qui veut dire Frequently Asked Questions. Ici, c'est la première donc de ces vidéos et ça concerne la culture et le vocabulaire. Et on va prendre donc question par question. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur le Brexit. Il faut savoir en fait, donc pourquoi est-ce qu'il a eu lieu, c'est qu'en fait au début des années 2010, il y a un parti qui est très très à droite en Angleterre qui s'appelle UKIP et qui gagnait de plus en plus de pouvoir dans le pays. Et donc en fait ils étaient en concurrence avec le Parti conservateur. Le Parti conservateur, c'est un parti de droite traditionnel, donc eux sont un peu plus à droite et donc ils étaient en compétition. Certains députés conservateurs ont donc fait pression sur le Premier ministre de l'époque, David Cameron, qui lui est un conservateur, et en fait ils ont fait pression en disant écoute, on est en train de perdre plein de sièges et plein de voix à cause de UKIP, il faut que tu répondes aux exigences des gens, les gens veulent sortir de l'Europe, il faut faire quelque chose. Alors David Cameron, lui, il n'était pas pour le Brexit, mais il a accepté de tenir un référendum, probablement parce qu'il voulait se débarrasser de l'influence de UKIP. Et donc en 2016, le peuple a voté, ils ont voté à 52% pour le Brexit, donc 48% n'étaient pas pour. Alors évidemment après, donc pendant 4 ans jusqu'à aujourd'hui, il y a eu énormément de rebondissements, de très longues négociations qui sont d'ailleurs toujours en cours, et le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, donc à la fin de ce mois-ci, dans quelques semaines, le 31 décembre 2020, avec ou sans accord, et donc on entend souvent parler de deal or no deal. Pour mes élèves de première EG2, ici, vous remarquez donc un des travaux de l'artiste Banksy sur lequel on travaille actuellement. Alors vous êtes très nombreux à m'avoir posé des questions sur la famille royale, sur la reine, etc. Une question qui est revenue très souvent, c'est est-ce que l'hymne va changer quand la reine sera décédée? Donc vous le savez, actuellement l'hymne britannique c'est God Save the Queen, que Dieu sauve la reine, et donc vous vous demandez si ça va changer quand le prince Charles deviendra roi. J'ai eu aussi la question, donc depuis combien de temps est-elle reine? Alors évidemment, ça a déjà été le cas par le passé, lorsque c'est un roi qui gouverne le pays, l'hymne devient God Save the King. Ici, je vous ai mis un exemple de vignette qui date des années 30. Donc ça a déjà été le cas il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple de 1901 à 1952, entre les règnes de Victoria et Élisabeth. On a eu plusieurs rois. Et donc Élisabeth est reine depuis 1952. Il faut savoir qu'elle a le règne le plus long qu'on n'a jamais connu pour la monarchie britannique. Elle a dépassé Victoria, qui avait régné très longtemps. Elle l'a dépassée depuis quelques années. On continue toujours sur le thème de la royauté qui visiblement vous intéresse beaucoup. Pourquoi le Royaume-Uni n'a pas de président? Est-ce que la famille royale pourrait disparaître? À quoi sert la famille royale? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Royaume-Uni en fait n'a pas connu de révolution similaire à celle qu'on a eue en France en 1789. D'accord, ils ont eu des révolutions, mais pas des révolutions dans ce genre-là. Alors ils ont coupé la tête de leur roi, mais c'était un peu plus tôt, c'était au XVIIe siècle, et en tout cas ça n'était pas une révolution menée par le peuple, c'était plutôt une révolution de l'aristocratie. Et donc le chef de l'État aujourd'hui est encore la reine. Alors il y a quand même environ 18% des Britanniques qui voudraient que leur pays devienne une république, mais c'est loin d'être une majorité. Et un des arguments avancés par les gens qui soutiennent la monarchie, c'est de dire que le fait qu'il y ait une famille royale, ça rapporterait 550 millions de livres au pays, surtout en attirant les touristes. Donc 550 millions de livres, c'est environ 530 millions d'euros, donc c'est une très grosse somme. Alors, très compliqué de dire si la famille royale pourrait disparaître un jour, j'ai pas de boule de cristal encore, mais on peut dire que quand même c'est très peu probable dans un futur proche. Alors la famille royale, elle n'a pas de rôle dans les prises de décision politiques. D'ailleurs, ils n'ont absolument pas le droit d'exprimer leurs opinions, de dire qu'ils sont pour le Brexit ou contre le Brexit, par exemple. Mais ils ont un rôle de représentation, c'est-à-dire qu'en fait, la reine, elle est à la tête du pays et elle représente, par exemple, son pays à l'étranger. Et donc, elle peut avoir un rôle dans la diplomatie, en essayant d'apaiser les relations avec tel ou tel pays, etc. Mais elle ne peut absolument pas décider de ce qui se passe dans son pays. On continue toujours sur la famille royale. Donc vous vouliez savoir qui succédera à la reine et est-ce que Harry sera roi un jour? Donc là vous avez Harry avec sa femme Meghan.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Harry, il est 6e dans l'ordre de succession au trône britannique, donc il y a vraiment très 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 peu de chances qu'il devienne un jour roi. Qui plus est, l'année dernière, il a décidé de quitter la famille royale pour tout ce qui est le rôle officiel, etc., et de partir vivre en Amérique. Donc, évidemment, je suis même pas sûre qu'il ait envie d'être roi. Donc, le prochain roi, ce sera le prince Charles, hein, qui a clairement dit que lui ne céderait pas sa place malgré son âge. Et ensuite, on aura donc le prince William. Il a actuellement 3 enfants, donc c'est ces 3 enfants qui seront dans l'ordre donc du plus vieux au plus jeune. Et donc il a des filles hein, parmi ces 3 enfants, et donc peut-être qu'elles seront reines un jour. Vous vouliez également savoir donc pourquoi l'Angleterre n'utilise-t-elle pas l'euro et combien vaut la livre sterling. Alors, la Grande-Bretagne, en fait, a choisi de ne pas rejoindre la zone euro en 1992, notamment parce que la plupart des Britanniques y étaient opposés. Il faut aussi savoir qu'il y a d'autres pays, par exemple la Suède ou la Pologne, qui font partie de l'Union européenne, mais qui n'utilisent pas l'euro. Donc c'est le cas actuellement pour la Grande-Bretagne, qui fait encore partie de l'Union européenne, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 31 décembre. Et une livre sterling, donc c'est cette pièce-ci, vaut environ 90 centimes d'euros. On revient à la question donc sur la famille royale. Combien y a-t-il eu de rois ou de reines en Angleterre? Alors c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre, mais on peut dire qu'il y a eu environ 61 rois et reines en Angleterre pendant les 1200 dernières années. C'est vraiment compliqué d'être plus précis parce qu'en fait, il y a longtemps eu plein de petits rois qui ont pu gouverner des plus petites parties du pays. Alors ici, je vous ai mis quelques illustrations donc des rois anglais. Ici, vous retrouvez la reine Victoria, donc qui était la reine jusqu'en 1901 et qui a régné pendant 63 ans, pendant toute la révolution industrielle au 19e siècle. Alors, une question qui m'a été posée par l'Aziz et qui est intéressante mais qui est un petit peu difficile à expliquer à distance, c'est pourquoi les Britanniques roulent-ils à gauche? Alors, il faut savoir que depuis l'Antiquité et surtout le Moyen-Âge, les gens avaient tendance à rouler ou monter leur cheval à gauche. Alors, quand on dit avait tendance, c'est qu'il n'y avait pas à l'époque de code de la route, il y avait rarement des embouteillages, etc. Et donc, en fait, ils faisaient comme les Britanniques font toujours aujourd'hui. Alors, pourquoi avait-on tendance à tenir à gauche du côté de la route? C'est qu'en fait, cela permettait de laisser la main droite libre pour sortir son épée en cas de besoin, si vous croisiez un ennemi, etc. Et la plupart des gens étant droitiers, si vous roulez sur le côté gauche, c'est bien plus simple de vous défendre ou d'attaquer. Et en fait, à partir du XVIIe siècle, les charrettes utilisées pour le transport de marchandises en fait, deviennent de plus en plus grandes. Et donc, on a besoin de plusieurs chevaux pour les tirer. Et donc, ce que faisaient les cochers, c'est qu'ils s'asseyaient sur le cheval le plus à gauche et le plus à l'arrière, en fait, pour pouvoir diriger les autres chevaux avec leur fouet. Toujours cette histoire de main droite, il y a plus de droitiers que de gauchers. Et donc, les cochers avaient besoin de rouler à droite de la route pour pouvoir voir les charrettes qu'ils croisaient. D'accord? Si vous êtes sur votre cheval tout derrière à gauche, et bien vous allez rouler à droite de manière à pouvoir voir si quelqu'un arrive en face. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Napoléon et le gouvernement américain de l'époque, donc on est en train de parler ici du début du 19e, ont imposé cette loi. Il fallait désormais conduire sur le côté droit de la route. C'est arrivé à un moment où il y avait de plus en plus de charrettes et où il fallait quand même commencer à réglementer le trafic. Et donc en Angleterre et dans les colonies de l'Angleterre, je vous ai mis aussi ici une carte des pays, alors c'est pas que les colonies anglaises, mais c'est les pays dans lesquels on roule toujours à gauche, d'accord? Cela n'a jamais été imposé, cette histoire de rouler à droite. Donc en fait, il roule à gauche depuis toujours, comme par exemple au Japon, hein, qui n'a jamais été une colonie britannique, mais c'est aussi le cas, ici je vous ai mis un panneau australien. Alors une question d'Elisa qui voulait savoir ce qui différencie les Français des Anglais et aussi comment les Anglais voient-ils les Français. Alors pour répondre à cette question, en fait on est un petit peu obligé de passer par des stéréotypes et des généralités en fait, parce que tout comme les Français ou n'importe quelle population du monde, évidemment chaque individu est différent, a une personnalité propre, etc. Donc on est obligé de tracer des grandes lignes, mais ça ne représente pas forcément la réalité. Alors, cela dit, les Anglais ont quand même une image des Français de la même manière que les Français ont l'image des Anglais. Alors, ils les voient plutôt comme étant des râleurs qui parlent fort, comme des gens sales, qui ne se lavent pas souvent. Mais alors, c'est un peu contradictoire, ils les voient aussi comme des gens chics et élégants, qui dominent les mondes de la mode et de la gastronomie. Vous voyez bien la mode parisienne, la gastronomie française, etc. Et les Anglais
On les voit souvent dans le monde, en fait, comme des gens avec un humour pince sans rire. On parle souvent de l'humour anglais, avec des vêtements excentriques, parfois, et aussi des gens disciplinés et discrets. Donc, vous voyez, on a aussi ici deux visions complètement différentes. Alors ici, je vous ai mis vraiment le stéréotype. Donc, le monsieur avec le chapeau melon en anglais, ça s'appelle bowler hat, qui boit son thé avec son petit doigt qui est relevé, qui est très chic. Alors, évidemment, tout ça, ça ne sont que des stéréotypes. Alors, Valentine et Leïla voulaient savoir pourquoi l'anglais est-il une langue internationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la raison la plus ancienne, la raison historique, c'est que l'Empire britannique a longtemps été le plus grand du monde. Il avait des colonies sur tous les continents, et donc, dans leurs colonies, ils ont imposé l'anglais. Et donc, c'est resté dans de nombreuses régions du monde comme langue principale ou comme langue secondaire. Et ensuite, cette importance, en fait, a été renforcée après la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, l'économie des États-Unis est devenue de plus en plus importante et le pays a aussi exporté sa culture dans les films, par exemple, la musique avec le rock'n'roll, Elvis, etc. et aussi l'image du rêve américain. Donc il y a une partie qui a été une influence culturelle. Il faut rajouter aussi que de nombreux progrès informatiques sont nés aux États-Unis. Vous connaissez tous la Silicon Valley. Et donc, ça a influencé en fait les entreprises partout dans le monde. Quand dans les années 70, début des années 80, vous receviez un ordinateur, votre ordinateur était la plupart du temps en anglais. Et donc ça a créé, si vous voulez, un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'une fois que la langue anglaise s'est imposée, eh bien, en fait, il est très très compliqué de revenir en arrière, même s'il existe des politiques de défense d'autres langues pour la francophonie, par exemple. Cependant, il ne faut pas oublier que même si l'anglais est une langue internationale, l'anglais des affaires, etc., ce n'est pas la langue la plus parlée au monde. C'est le chinois mandarin qui est parlé par presque 1 milliard de personnes sur Terre. Et l'anglais n'arrive qu'en 3e position après l'espagnol. Et ici, vous retrouvez donc une carte du monde avec tous les pays dans lesquels l'anglais est la première langue ou l'une des langues officielles. Une question qui a été posée par pas mal d'élèves, c'est quelles sont les différences entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Alors il y a 3 différences principales. D'abord, l'accent, et je vous donnerai plus de détails dans la question suivante. Ensuite, il y a l'orthographe. Par exemple, au Royaume-Uni, on écrit color, O-U, et aux États-Unis, on écrit color, O-R. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette différence orthographique, c'est qu'en fait, elle a été décidée par les États-Unis. En fait, les États-Unis, au départ, c'était une colonie britannique. Quand ils ont fait leur révolution et qu'ils ont obtenu leur indépendance, ils se sont dit, bon, on est indépendant du Royaume-Uni, mais c'est dommage, on a la même langue. Tout le monde parle anglais chez nous. Et donc, on va se différencier de notre pays d'origine, si on veut, en changeant l'orthographe. Et donc, ils ont fait quelques modifications, comme par exemple color, color. Vous avez aussi les mots qui finissent par I-Z-E en anglais américain et par I-S-E en anglais britannique. Et puis, il y a quelques mots qui peuvent changer. Donc, par exemple, le métro, ça se dit underground au Royaume-Uni. Aux États-Unis, on dit Subway, comme la marque de sandwich que vous connaissez tous, j'imagine. Plusieurs personnes voulaient donc savoir si une personne avec un accent britannique sera comprise par un Américain, un Australien, un Indien, tout ce que vous voulez. Et dans la plupart des cas, évidemment, oui. C'est comme pour le français, dites-vous. Normalement, vous comprenez tous quand une personne vous parle avec l'accent belge ou l'accent québécois. Si la personne a vraiment un accent très fort, parfois c'est plus compliqué. Peut-être que vous n'allez pas comprendre toutes les expressions utilisées, mais d'une manière générale, vous allez quand même réussir à dialoguer et à vous faire comprendre. Alors on passe au sujet de la nourriture. On m'a demandé de plusieurs manières. J'ai résumé par est-ce que c'est vrai que les Anglais mangent un vrai plat au petit déjeuner et léger à midi. Alors les Anglais, comme les Américains, mangent aussi bien des plats salés que sucrés au petit déjeuner. Il y a plein de pays en fait où on mange plus souvent du salé au petit déjeuner que du sucré. Alors il existe, et je pense que c'est ça que vous avez en tête, le full English. Je vous ai mis une photo ici, donc avec des œufs, des saucisses, des baked beans, c'est ces haricots-là qui sont cuisinés à la sauce tomate. Parfois, il y a même des frites. Mais alors, ils mangent aussi des céréales comme nous, des toasts, des pancakes, etc. Et le plus souvent, donc le déjeuner est servi à midi et plutôt sur le pouce. Souvent, ça va être un sandwich ou un petit repas. Et en Angleterre, les repas du soir est plutôt que chez nous. Souvent, ils mangent vers 18h. Et ici, je vous ai mis une photo de ce qu'on appelle high tea. Alors, ça se mange pas tous les jours, mais ça se mange les jours de fête. Donc, vers 16h, vous avez le thé avec des petits gâteaux, des mini sandwichs, etc. C'est très très chic et c'est délicieux.
Alors, vous m'avez posé pas mal de questions différentes sur le lycée en Angleterre, comment ça se passe. Alors, il y en a qui voulaient savoir les casiers, les mascottes, les examens, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais passent ce qu'on appelle GCSE à l'âge de 16 ans. C'est un petit peu comme notre bac, en fait. Donc, ils choisissent leur matière de spécialité. Ils peuvent en prendre plusieurs. Et en fait, les résultats sont très importants parce que c'est grâce à eux qu'ils vont pouvoir aller dans l'université de leur choix. Donc, un petit peu comme nous, maintenant, depuis Parcoursup, etc. Alors, il y a des casiers, évidemment, dans certains établissements, mais je pense que quand vous pensez aux casiers typiques qu'on voit dans les films, c'est plutôt aux États-Unis. Pareil pour les mascottes. Alors, je vous ai quand même rajouté 2 images, puisque vous savez qu'ils portent des uniformes. Alors ça, c'est plutôt un uniforme courant, d'accord, donc assez détendu, hein. Vous voyez qu'il y a une fille qui porte un pantalon, elles peuvent aussi être en jupe, elles n'ont pas forcément de cravate, etc. Mais il y a certains établissements, et notamment des établissements privés, qui portent des uniformes un petit peu plus excentriques, hein, d'accord. Donc ici, par exemple, c'est une école très chic en Angleterre et qui est très connue parce qu'il porte des chaussettes jaunes. Alors le garçon, on ne voit pas très bien, mais il en porte aussi. Alors ce qui est marrant, c'est que les écoles privées, et qui sont donc très très chères en Angleterre, qui peuvent coûter jusqu'à 10, 15 000 euros, 20 000 euros l'année, en Angleterre s'appellent des public schools, donc des écoles publiques. Attention, c'est des écoles privées. Anthony voulait savoir comment la crise Covid a-t-elle été gérée en Angleterre. Donc en fait, le Royaume-Uni connaît énormément de cas du virus. Ils sont en 6e position pour le nombre de décès par million d'habitants. Alors, ils ont mis en place un confinement qui est différencié par zone. Donc dans certaines zones, dans certaines régions, si vous voulez à peu près, on va dire, de la taille de nos départements, les restaurants vont être ouverts. Dans d'autres, tout est fermé, etc. Il y a un système qui s'appelle the tier system. Et le Premier ministre vient d'annoncer donc que le pays était le premier du monde à mettre en place une campagne de vaccination massive. Alors je vous ai mis sa photo, hein, donc c'est Boris Johnson. Si vous regardez sur son pupitre, ici les élèves de Terminal ST2S qui font de l'ETLV, vous reconnaîtrez the NHS, the National Health Service. C'est donc leur sécurité sociale à eux. On passe au vocabulaire. Alors Angela m'a demandé la différence entre since et for, et c'est quelque chose qui revient très souvent, une erreur qui est faite régulièrement dans les copies. Donc je vais essayer de vous expliquer de manière assez simple. En français, on peut tous les deux les traduire par depuis, et c'est ça, je pense, qui va créer une confusion, parce qu'en fait, ils ne s'utilisent pas de la même manière. For est suivi d'une période. Par exemple, I have been in London for 5 days, I have been in London for 2 months, I have been in London for a long time. Si on le représente sur une frise chronologique, vous voyez qu'en fait, quand on dit depuis 5 ans, on pense à tout ce temps qui s'est écoulé. C'est donc une période. Alors que since est suivi d'un repère précis. Par exemple, I have been in London since 1982 ou I have been in London since Monday. On voit vraiment ici sur la frise plutôt 2 repères. On ne pense pas à la période, mais bien au point de départ. Plusieurs questions sur that, this et these. Alors, that, il peut servir à plusieurs choses et notamment, il peut être un démonstratif. Démonstratif, c'est un peu comme quand on pointe du doigt quelque chose. Exemple, look at that cat. Regarde ce chat-là, pas un autre. Il peut aussi être un relatif, the cat that is in the garden, le chat qui est dans le jardin, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, quand c'est un démonstratif, quand on dit cette pomme, au pluriel, that devient these. Look at these cats. Regarde ces chats. Alors, this et that sont au singulier et ils sont souvent traduits par ceci pour this et cela pour that. En fait, quand on dit this, on a un objet qui est plus proche de moi ou alors que j'aime bien. On va plutôt tendance à avoir dire I love this film. Ou that, l'objet est en fait loin de moi, ou alors je ne l'aime pas. I hate that film. Ayoub et Enzo ont posé des questions sur les mots still, yet, already et just. Alors, ce sont souvent des mots qui sont en fait présentés ensemble dans le cours, et donc ça peut vous perturber, mais en fait, ils ne veulent pas dire la même chose. Alors, on va les prendre un par un. Still, ça veut dire que c'est encore le cas. I am still in London. J'y suis encore, je suis toujours à Londres, je ne suis pas encore partie. Not, non, yet, je ne l'ai pas encore fait. I haven't been to London yet, je ne suis pas encore allée à Londres, mais j'irai un jour. Already, c'est déjà le cas. I have already been to London, je suis déjà allée à Londres, donc j'y suis déjà allée, j'en suis revenue.
D'accord? Alors qu'ici, c'était j'y suis toujours. Et just, ça vient de se passer, ça vient d'arriver. I have just arrived in London. Je viens d'arriver à Londres. Fin de cette première vidéo donc de questions-réponses et on se retrouve très très vite pour la deuxième qui concernera donc la grammaire et la méthodologie. Bye bye!